non traitée, la tuberculose expose à la mort, soit immédiatement au bout de quelques semaines à quelques mois, soit au bout de quelques années, ou bien à une guérison, mais au prix de séquelles importantes. Le but du traitement est double. Il est individuel pour assurer la guérison et pour prévenir la récidive. Deuxièmement, il est collectif pour diminuer le risque de contamination. Et effectivement, lorsqu'on est bacillifère, on expose notre entourage à environ, à hauteur d'environ 30% des cas de contamination par le gel. Et il est aussi collectif pour diminuer le nombre de mutants résistants, la tuberculose multirésistante. Les moyens de traitement antituberculeux curatif sont multiples. Il s'agit essentiellement de la chimiothérapie et exceptionnellement de la chirurgie. Et il y a des mesures associées qu'il faut toujours entreprendre. Je commence par les médicaments, donc la chimiothérapie antituberculeuse. Vous donner une idée, donc c'est essentiellement pour les années 40, 1940, que ces traitements antituberculeux réellement efficaces ont été commercialisés. Le premier était la streptomycine. C'est un aminoside qui ne s'administre par voie injectable, qui a été largement utilisé jusqu'à il y a une vingtaine d'années pratiquement. Ce produit-là, malheureusement, est très efficace, expose au risque d'atteinte rénale et de surdité. Donc, on l'a délaissé, mais c'est un antituberculeux majeur. Les autres sont essentiellement donc l'INH, rifampicine, pyrazinamide et ethambutol. Vous voyez donc le protocole isoniazide streptomycine PAS, qui est un antituberculeux mineur, a été largement utilisé à partir des années 50, et ce n'est qu'il y a 55 ans que la rifampicine a été largement utilisée. C'est un antituberculeux majeur qui a une place très importante et qui a bouleversé la prise en charge de la tuberculose en permettant un taux de réussite de ce traitement, un taux très élevé. Donc les antituberculeuses, je vais commencer par l'isoniazide. Donc l'isoniazide, ou INH, il se présente sous forme de comprimé à 100 mg et un traitement combiné. Mais retenez ce qui suit. C'est un antituberculeux majeur bactéricide. Il a une action faible sur les bêta intracellulaires. En fait, les bêta vivent dans divers milieux que je vais détailler ultérieurement. De toute façon, donc l'INH, c'est un antituberculeux majeur bactéricide. Il a un métabolisme hépatique avec une méthylation rapide ou lente selon les individus, ce qui fait varier le taux sérique d'une personne à une autre. Globalement, la posologie chez l'adulte est de 4 à 5 mg par kilo par jour. Chez l'enfant, la posologie est plus élevée, et donc c'est en fonction de l'âge. Je parle essentiellement des adultes. Donc c'est 3 à 5 mg, 3 à 4 à 5 mg par kilo par jour. Les effets secondaires sont essentiellement hépatiques, avec une cytolyse, et il faut la surveiller dès le début du traitement. Comme on peut avoir des effets indésirables neurologiques, donc l'isoniazide peut décompenser les maladies psychiatriques. Comme on peut avoir des vomissements. C'est un inactivateur enzymatique, donc il peut entraîner une apnée. Et ce qu'il faut réellement faire, c'est bien surveiller, essentiellement au début, les troubles digestifs et le foie. La rifampicine, donc un antituberculeux majeur, c'est un bactéricide très puissant. Il agit sur toutes les populations de BK. Il a un métabolisme hépatique. Chose très importante, il est éliminé par les urines et les selles. Il donne une coloration rouge-orangée. Donc chaque fois que vous prescrivez
de la rifampicine ou de traitement tuberculeux comportant de la rifampicine, je vais expliquer aux patients que ce médicament donne une couleur rouge orangée des urines. Parce qu'il peut croire que le traitement a entraîné une hématurie. Il peut arrêter le traitement. Donc, je vais expliquer. Le traitement a une couleur rouge orangée. Donc, ce qui explique, ce n'est pas du sang. C'est un inducteur enzymatique. La posologie est de 10 mg kg chez l'adulte. Et il faut adapter, évidemment, en cas de cirrhose, il faut adapter la posologie. Les effets indésirables sont essentiellement hépatiques et l'immunoallergie. Donc, lorsqu'on prend de la rifampicine, il ne faut pas s'amuser à interrompre le traitement, à le reprendre, et le reprendre parce que ça risque d'entraîner une immunoallergie qui peut se manifester par une forme grave, même de type insuffisance rénale aiguë. L'éthambutol, c'est un bactériostatique. Donc, ce n'est pas un bactéricide. Il a un métabolisme hépatique faible. La posologie est classiquement 15 mg kg chez l'adulte. Il a une toxicité digestive qui peut entraîner des troubles digestifs au début. Si on le prend pendant longtemps, le risque de névrite optique rétropubère augmente. C'est pourquoi il faut toujours, avant de le prescrire, questionner le patient concernant sa vision. Est-ce qu'il a des troubles de la vision? Contre-indiqué en cas d'atteinte d'ophtalmo, et la posologie est adaptée en cas d'insuffisance rénale. Le pyrazinamide, c'est un bactéricide. Il agit sur le mica intracellulaire. C'est le plus puissant sur les micas intracellulaires responsable des récidives. C'est une avancée majeure d'avoir la rifampicine dans les protocoles, le pyrazinamide dans les protocoles, parce qu'il a permis de réduire le traitement, de la durée du traitement. La posologie, bon, 20 jusqu'à 25, 30, 20, ça peut se concevoir, et la toxicité est essentiellement hépatique. Donc nous avons en l'INH la rifampicine, le pyrazinamide qui entraîne une toxicité hépatique. Pourquoi il faut au début s'assurer que le foie fonctionne bien, que deuxièmement, il faut bien surveiller ces malades en réalisant au cours des premières semaines de traitement systématiquement des mesures des transaminases pour s'assurer de l'absence d'une toxicité hépatique. Peut entraîner des arthralgies, généralement qui ne posent pas de problème. Contre-indication absolue de l'insuffisance hépatique importante, rénale, peut décomposer le groupe. Comme traitement de deuxième intention, de plus en plus utilisé en cas de besoin, ce sont les quinolones. Mais les quinolones sont de deuxième ligne. Ce ne sont pas traitements en première ligne. Et donc, ils sont prescrits par les spécialistes. اوكي كرة نقطع علينا. الو كرة نقطع. الو اوكي. Ne doit pas être utilisé de première intention. Parmi les quinolones, il y a plusieurs quinolones qui peuvent être prescrits, parmi lesquels la lévofloxacine, la moxifloxacine. Le problème avec les quinolones, c'est qu'ils entraînent une photosensibilité, donc il ne faut pas s'exposer au soleil, surtout dans un pays où il y a beaucoup de soleil. Deuxièmement, chez les sujets
particulièrement sur le sujet âgé ou bien si on associe une corticothérapie, les quinolones peuvent entraîner une inflammation des tendons. La forme la plus grave est la rupture des tendons. Donc chaque fois que vous avez un malade qui est sous quinolone, il vous dit qu'il a mal au niveau des articulations, il faut immédiatement arrêter. Parce que le risque, c'est la rupture. Et la rupture est très dangereuse, essentiellement lorsqu'elle touche le tendon d'Achille. Et surtout chez les sujets âgés, donc la personne ne peut plus pratiquement se déplacer. On risque d'avoir beaucoup de problèmes ultérieurs pour la récupération. De toute façon, l'utilisation des quinolones, c'est exceptionnel et c'est la deuxième ligne, pas la première ligne. Donc nous avons ces moyens médicamenteux. La prescription des antituberculeux nécessite plusieurs précautions et repose sur une logique. Premièrement, donc, nous savons que le BK est un germe de multiplication lente. Donc, c'est une durée de 20 heures pour la réplication. La conséquence, le traitement doit être lent. Et le traitement lent, c'est globalement au moins 6 mois. Le traitement avec une prise quotidienne. Cette durée de 6 mois nécessite obligatoirement l'utilisation du pyrazénamide. Donc, classiquement, le traitement de la tuberculose, le traitement classique comporte l'INH, rifampicine, pyrazénamide, et on ajoute souvent de l'éthambutol. C'est un traitement de 6 mois. 6 mois, 2 mois et 2 mois. On ne peut prescrire un traitement antituberculeux durant 6 mois que lorsqu'on utilise ces droits. Là, c'est plus ou moins. Là, c'est plus ou moins. Classiquement, on le prescrit. Ici, on a, si on a un doute sur la possibilité d'une résistance, on peut utiliser NH-rifampicine, pyrazénamide. Lorsqu'on n'utilise pas de pyrazénamide, on est obligé d'utiliser une durée de 9 mois. Rifampicine, éthambutol. Par exemple, une atteinte hépatique empêchant la prescription de 3 citrois parce que ces droits sont hépatotoxiques. Donc on peut avoir une situation, on est obligé d'arrêter le pyrazénamide. Donc dans ce cas, il faut 9 mois de traitement. Si on n'utilise pas les autres, la durée est plus prolongée. Donc si on n'utilise pas de la rifampicine, bien le DNH, au moins 12 mois de traitement. Donc ce sont des schémas qui ne sont pas classiques, mais qui sont utilisés lorsqu'on a, plus souvent actuellement, lorsqu'on a une allergie médicamenteuse à l'un des produits. Donc, la durée de traitement. Deuxièmement, il faut avoir une concentration efficace. Le mieux, c'est d'avoir cette concentration une seule fois par jour. Et donc, on associe les antituberculeux. On les associe, on les prend en même temps. La prise, les matinales, 30 minutes à 1 heure avant le petit déjeuner, à jeun.
pour assurer la meilleure absorption possible, et tous les jours, pendant toute la durée du traitement. La quantité des médicaments, des comprimés, peut gêner. On peut avoir des malades qui choisissent les médicaments, ou bien qui disent que c'est beaucoup, ils ne peuvent pas supporter ça. La conséquence, c'est que depuis quelques années, on a des formes combinées, associées. Ces formes associées, donc le comportent la première partie. Je vais amener ça. On a RH, Z2, rifatinine, donc rifampicine, H, isoniazide, Pyrazinamide. pyrazinamide, Les flumbatol. Globalement, c'est pratiquement un comprimé qui comporte les 4, presque un comprimé par 15 kg. C'est le globalement. Et là, c'est RH. Si on a des problèmes d'allergie, bien si on a des problèmes d'acétylation, etc., on peut passer aux formes séparées. Donc séparées, donc combinées. Ce sont les 6 mois. Classiquement 6 mois. Bon, on a cette action-là d'association est très importante parce que nous avons le risque de développement de germes résistants. Donc pour la tuberculose, le fait d'utiliser un seul antituberculeux expose au risque suivant. Bon, c'est expose au risque, oui. Si on a une toxicité hépatique et comme le comprimé, on a une mélange de médicaments, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on arrête et on prend un traitement, des traitements séparés. Donc on peut enlever un médicament. Ce sont des formes séparées qui sont commercialisées, qui existent, et qui sont utilisées chaque fois qu'il le faut. Toxicité hépatique, par exemple, ou bien allergie médicamenteuse. Et ceci permet d'adapter le traitement. Ça y est. Donc, la prise quotidienne le matin à jeun, le risque d'apparition de mutants résistants. Le risque d'apparition de mutants résistants, c'est génétiquement déterminé et ce risque est variable d'une molécule à une autre. Par exemple, pour la rifampicine, il est de 10 exposant moins 7. 10 exposant moins 7, ça veut dire sur 10 millions de germes, il y a un germe qui est mutant. 10 millions. Et donc, lorsqu'on a 1 milliard de germes, 10, il y aura 100. 100. Donc, si on donne de la rifampicine seule, au bout de quelques semaines, à quelques mois, à quelques semaines, on va tuer un bon nombre de germes. Mais ces germes vivants qui ont résisté vont se multiplier petit à petit. Après quelques mois, on va voir
une tuberculose résistante à la rifampicine. Si on prend par exemple l'INH Isoniazide. ou le pyrazinamide, vous voyez sur 1 milliard, avec 10 exposants moins 6, on va avoir 1000, non pas 100. Et avec le temps, donc on risque, en utilisant un seul antibiotique, antituberculeux, aboutir à une tuberculose résistante. La règle donc, c'est d'utiliser des associations d'antituberculeux, parce que si on prend 10 moins 7 et 10 moins 6, ça fait 10 moins 13. Donc c'est énorme. Donc il ne reste pratiquement pas de chance de voir des tuberculoses résistantes, sauf si on ne prend pas le traitement convenablement. Lorsqu'on associe, lors de la phase d'attaque, on associe au moins 3 antituberculeux, sinon 4. Et pour la phase d'entretien, c'est toujours 2 antituberculeux pour le schéma classique. Donc, pas de monothérapie, toujours des associations. Il y a des populations de BK. Il y a des populations qui se multiplient en intracellulaire et très lentement. Ce sont des populations BK qui sont essentiellement en intramacrophage, à l'intérieur du macrophage, qui se cachent à l'intérieur du macrophage et qui sont les plus responsables de récidive. C'est le pyrazinamide qui agit le mieux sur ces germes-là. Donc, en donnant du pyrazinamide, on diminue le risque de récidive. On touche mieux ces germes. Mais la rifampicine et l'INH agissent aussi, mais moins efficacement que le pyrazinamide. Et d'ailleurs, ce qu'on a, c'est que la rifampicine agit sur les 3 populations. Mais elle agit mieux sur le BK extracellulaire dans les cavités, les parois des cavités et le caséon. La streptomycine, la rifampicine et l'INH agissent sur l'extracellulaire, cavité plus parois. On n'utilise plus de streptomycine vu la nécessité d'injection et la nécessité et le risque de complications. Lorsqu'on dit injection, ça veut dire lorsqu'on utilise un protocole streptomycine chez des malades HIV positifs, avec des injections intramusculaires, ça pose le problème de la gestion des aiguilles et le risque de contamination par le personnel de soins et la population. Donc, par la streptomycine, surtout pour les effets indésirables aussi, n'est plus utilisée de première intention. Donc, vous voyez qu'avec INH, rifampicine, pyrazinamide, on couvre bien l'ensemble des populations. Pour être efficace, il faut donner une dose qui permet de dépasser la concentration minimale inhibitrice, CMI. Et effectivement, pour les antituberculeux, donc nous avons des antituberculeux majeurs, bactéricides, avec des concentrations sériques qui dépassent 20 fois la CMI. Exemple, rifampicine, INH, streptomycine aussi. Mais bactériostatique, nous avons l'éthambutol. Il est utilisé essentiellement pour couvrir le risque de résistance. Possibilité de résistance. Le mieux est de demander systématiquement un antibiogramme. Donc on débute, on a des BK positifs sur les crachats, on les envoie pour antibiogramme systématiquement. Le mieux.
pas disponible dans tous les laboratoires, dans tous les pays. Évidemment, lorsqu'on a le gène expert PCR, ça nous permet d'avoir rapidement la confirmation de la tuberculose en montrant l'ADN, mais en plus, permet d'avoir une idée sur la résistance. Deux types, soit la résistance à la rifampicine, soit un examen plus sophistiqué, résistance NH à la rifampicine, au bout de quelques heures. Et ça résout le problème. Mais ce n'est pas disponible parce que c'est l'idéal. Donc, antibiogramme, possibilité de défaillance organique, de pathologie associée. Donc, il faut un bilan pré-thérapeutique systématique. Et ce bilan comporte fonction rénale, hépatique, NFS, 6 sérologies HIV systématiques. Et au moindre doute, les antigènes de l'infection hépatique virale, parce que ça perturbe le traitement. Donc, j'ai parlé des associations, donc je vous ai expliqué ça. Sans pyrazinamide, il faut au moins 9 mois. Les associations fixes simplifient le traitement. Une prise, les prises sont complètes, donc il y a tous les antituberculeux. Donc, diminue le risque de sélection de mutants résistants à un antituberculeux. Bon, ça pourrait diminuer les chutes, mais le problème, c'est qu'il ne permet pas d'adapter le traitement. Exemple d'association fixe. Nous avons RH, donc isoniazide et comme rifampicine. Vous voyez là, on a 150 plus 75, ou bien 300 et 150. Donc, les proportions, c'est 10 mg kg pour la rifampicine, 5 mg pour la DU. Donc, vous voyez, si on a besoin, du fait de toxicité, de prescrire, par exemple, 3 mg, on ne peut pas le faire d'INH. Donc, on est obligé d'utiliser des formes séparées. Pour la phase d'attaque, on a rifampicine, pyrazinamide, isoniazide et tombitol, RH0E, on a 150, 75, 400, 275. Globalement, vous voyez, c'est presque un comprimé par 5 kg, par 15 kg, sans liposologie. Un pic de concentration plasmatique efficace, donc il est pris à jeun le matin. Donc NH5, 10, streptocoque et tombitol, 15 à 20, pyrazinamide, 20 à 25, sans liposologie. Donc 5, 10, 15, 20, 25 mg kg-jour. Le traitement prolongé continue tous les jours. Mais avant de passer de la quadrithérapie à la bithérapie, donc quadrithérapie, 4 médicaments à 2, il faut toujours vérifier l'antibiogramme. Parce que le malade peut être résistant. S'il est résistant à l'INH, on passe à la bithérapie, on va le traiter par rifampicine seule. Et vice-versa. Donc, toujours vérifier l'antibiogramme tant qu'on le peut. Deuxièmement, vérifier le résultat, qu'on est efficace. Et quand on est efficace, il y a une prise de poids. Il y a des malades qui peuvent prendre 10-15 kilos. Donc, il faut toujours peser le malade comme moyen de surveillance et pour adapter le traitement, parce qu'il peut prendre 15 kilos. Donc, le traitement, On fait l'antibiogramme. c'est le laboratoire qui le fait. Donc, on peut adapter la posologie en fonction du poids. Vous savez, l'INH, auparavant, les plus, est utilisé comme orexigène, donc comme médicament augmentant l'appétit.
auparavant au début. Puis le manque de début, en plus, la guérison en elle-même permet au malade de devenir donc, normal. Donc, avec prise de poids. De toute façon, j'ai dit traitement prolongé. Globalement, certains malades interrompent leur traitement. Si l'interruption est supérieure à 2 mois, il faut le prendre le traitement standard. Si on est 2-3 semaines, on peut continuer le traitement. Donc, l'importance de l'observance et une surveillance bioclinique régulière du fait des effets indésirables possibles. Donc, systématiquement, vous voyez un exemple de surveillance, consultation, la bactério, la radio, les transaminases, l'uricémie créate. Donc, j'insiste sur les transaminases et sur la clinique. Les effets indésirables les plus fréquents sont les vomissements. Quand on a des vomissements très gênants, on donne des antivomitifs et on peut décaler la prise du traitement pour le prendre après le petit déjeuner, ce qui fait diminuer les vomissements. Et généralement, au bout de quelques semaines, le malade s'adapte et on peut revenir à la prise du traitement le matin à jeun, 30 minutes à 60 minutes avant le petit déjeuner. Les enfants, même traitement, mais le problème, c'est la posologie qui varie. Pour le sujet âgé, il faut débuter moitié dose, l'essentiel, c'est qu'il faut adapter les doses, parce que généralement, ils tolèrent des doses moindres. Traitement œstroprogestatif, donc il faut changer la méthode contraceptive parce que la rifampicine est inducteur enzymatique. Donc, la femme qui prend des contraceptifs hormonaux et prend de la rifampicine n'est plus couverte pour la contraception. Donc, changer de méthode contraceptive. Pour la femme enceinte, la streptomycine est contre-indiquée. L'insuffisance rénale, adapter la posologie à l'insuffisance rénale et éventuellement à l'insuffisance hépatique. Lorsque le malade est sous corticoïde, le traitement tuberculeux réduit de 30 à 50% l'efficacité de la corticothérapie. La rifampicine est inducteur enzymatique, donc il faut renforcer le traitement en corticoïde s'il le faut, si le malade est déjà sous corticoïde. Sujet HIV, traitement 6 mois, il peut même être prolongé. Faites attention au risque de malabsorption observé chez les sujets HIV. Ça peut retentir sur le traitement. Et en plus, il y a des interférences médicamenteuses et plus d'intolérance, d'interférences essentiellement avec les antirétroviraux et plus d'effets indésirables. Le risque d'hépatite aussi. Pour les anti-TNF, si le malade est sous anti-TNF, donc là, on doit le traiter avant de débuter ce traitement. Bon, j'ai pratiquement parlé de l'essentiel. Reste quelques cas particuliers. Donc, le problème de la multirésistance. Certains pays sont bien touchés, tels que les anciens pays de l'URSS, donc là, les anciens pays de la Russie, les pays avoisinants, Chine et Inde. Essentiellement dans ces pays qu'on a la multirésistance. Les antécédents personnes tuberculose, si le traitement a été interrompu ou pas, et est-ce que parmi les sujets contacts, on a des sujets ayant une tuberculose multirésistante. Multirésistante, ça veut dire qu'il y en a chez l'antécédent. Mais on peut avoir aussi vous voyez, multirésistants. Mais on peut avoir des personnes résistantes, l'INH, la rifampicine et toutes les quinolones, ou bien on parle de forme d'une résistance étendue, c'est-à-dire
Un malade résistant, l'INH, rifampicine, toutes les quinolones et au moins un ou deux molécules, bétaquiline ou bien l'inexoline, qui sont des traitements de deuxième ligne de la tuberculose multirésistante et qui sont réservés aux experts, donc aux spécialistes experts dans la tuberculose multirésistante dans chaque pays. Avec l'OMS, il y a des centres pour les tuberculoses multirésistantes. La tuberculose multirésistante doit être adressée à un expert, et non pas traitée au niveau de la première ligne. Par exemple, vous voyez là, l'exemple du Savata en France, par an. En Tunisie, on a pratiquement 11 à 15 cas par an. Donc le nombre est réduit. Mais il y a des pays où il y a des milliers. Dans le monde, on estime qu'il y a environ 500 000 tuberculoses multirésistantes. Donc des pays où il y a beaucoup de tuberculose multirésistante. Donc, tuberculose multirésistante, c'est l'affaire des spécialistes. Effet secondaire du traitement, si on a une élévation de transaminase inférieure à 3 fois en survie, 2 fois par semaine, les transaminases. Si c'est supérieur à 6-10 fois, il faut arrêter et reprendre petit à petit après normalisation des transaminases. Globalement, on a une tolérance acceptable pour le traitement tuberculeux et une bonne efficacité avec plus de 99% de réussite avec ce protocole-là. La chirurgie, exceptionnellement, pour tuberculose multirésistante, ou bien si on a des hémoptysies répétées des débuts, ou bien une greffe aspergillère. Donc, pas réellement pour le traitement tuberculeux actuellement. Les mesures associées. Donc, hospitalisation si facilifère. Généralement, 2 semaines suffisent après le traitement. Le malade doit être dans sa chambre. La fenêtre doit être ouverte pour renouveler l'air plusieurs fois, de préférence plusieurs fois par heure. Deuxièmement, lorsqu'il sort de sa chambre, il doit porter un masque chirurgical. Le personnel qui entre doit porter un masque FFP2. Chaque fois que le malade sort de sa chambre, il doit porter un masque chirurgical pour réaliser un examen, etc. Et il doit éviter le contact avec l'entourage, essentiellement pendant les 15 premiers jours, ce qui entraîne une diminution nette de la contagiosité chez un malade qui a pris son traitement. Donc après 15 jours de prise de traitement, le malade ne devient pas très contagieux. Évidemment, la chirurgie achevée systématiquement, un arrêt de travail de 1 à 2 mois, déclaration obligatoire. Chez nous, c'est la gratuité des soins. Je pense que chez vous, c'est la même chose. Donc, gratuitement, tout ce qu'il fait, bilan biologique, scanner, IRM, etc., tout est gratuit. Parce que c'est une menace pour la population. Donc, il faut traiter ces malades-là pour protéger la population. Et l'enquête dans l'entourage est systématique. Résultat, donc, réellement de bons résultats. Et je passe maintenant aux autres formes. Donc, la tuberculose pulmonaire commune est la pneumo-infection patente, c'est-à-dire pneumo-infection avec un signe clinique ou radiologique. C'est le traitement classique. 6 mois de traitement ou 9 mois, si pas de pyrazinamide. Une tuberculose latente, c'est 3 mois de traitement. La prévention, vaccination par le BCG. Il a une bonne efficacité sur les méningites et les miliaires. Il est à injecter à la naissance, ou bien les premières semaines. Le BCG, donc le plus tôt que possible, les complications locales sont rares. Il faut qu'il y ait une injection par quelqu'un d'expérimenté pour minimiser les effets indésirables de la vaccination par le BCG. Mais ce vaccin est contre-indiqué chez les enfants HIV en cas de déficit immunitaire, de traitement immunosuppresseur
et de dermatose évolutive étendue. La chimie-prophylaxie, j'ai parlé de la chimie-prophylaxie primaire et de la secondaire. N'oubliez jamais les enfants. L'information du patient pour qu'ils connaissent sa maladie, etc. Et l'organisation de la Lune se fait à l'échelle du pays. Donc chaque pays a son programme de lutte anti-tuberculose. L'OMS recommande la stratégie DOTS. DOTS, c'est l'administration des antituberculeux de façon contrôlée. Donc, il faut donner à ces gens-là, à ces malades-là, le traitement. Ils doivent le prendre devant soit un personnel de santé, soit un membre de la famille qui s'assure qu'ils ont avalé le traitement. Parce qu'il y a beaucoup de risques d'interruption et donc de risques de survenue de tuberculose multirésistante. Ce sont là, je pense, l'essentiel concernant la tuberculose. Est-ce que vous avez des questions concernant la tuberculose? Oui. Évidemment, si le malade gagne 15 kilos, donc il lui faut non pas 4 comprimés, mais 5 comprimés. Oui. Comment? Oui. En l'absence de traitement, le malade va s'aggraver. Il va présenter plus de cavernes, une tuberculose plus étendue, donc il devient plus contaminant pour son entourage. Oui. Professeur, j'ai déjà étudié que pendant les 2 premiers mois, on tape fort, on prend 4 molécules pendant 2 mois. Et les 4 mois qui suivent, on prend 2 molécules. C'est juste parce que ici, je vis que c'est 6 mois par les 4 molécules et après... Je n'ai jamais dit ça. J'explique le schéma de nouveau. Nous avons le médicament, le mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les rifampicine, 6 mois. Pyrazinamide, 1, 2. Ethambutol, 1, 2. Donc on a 2 mois. Avec 4, nous avons 4 mois. Les 4 mois qui suivent, on a 2. Ok. Ouais. Plus ou moins parce que je vous ai dit que l'éthambutol n'est pas obligatoire. C'est pas majeur. On peut donner INH, rifampicine, pyrazinamide seul pendant 9 mois. Mais pendant 6 mois, lorsqu'on dit 6 mois, obligatoirement pyrazinamide. Si vous donnez 6 mois sans pyrazinamide, c'est un traitement insuffisant. C'est bon? Oui. Oui. Lorsqu'on donne de l'éthambutol, il y a 10 exposants moins 6. 10 exposants moins 6, ça veut dire un germe sur 1 million qui est résistant à l'éthambutol. Lorsqu'on a 1 milliard de germes, on va avoir 1 sur 1 milliard, ça fait 1000 germes résistants. Si on donne l'éthambutol seul, on va tuer tout ce qui est sensible et on va garder 1000 résistants. Ces 1000 vont se multiplier et devenir 2000, 3000, 5000, jusqu'à 10 millions, 1 milliard. Mais, ce sont des germes résistants à l'éthambutol. La conséquence, c'est que l'éthambutol ne sera plus actif. Pour éviter la sélection de mutants résistants, on doit donner une association
d'antituberculeux pour qu'il n'y ait pas un nombre important de germes multirésistants. C'est ça. Le malade va s'améliorer pendant quelques mois, il va reprendre avec des germes multirésistants. C'est ça le problème des mutants résistants qui impose l'association d'antituberculeux. Oui. Je vous ai dit qu'au cours de la primo-infection, on a une faible quantité de germes dans l'organisme. Donc, 1 à 2 antituberculeux suffisent, il y a très peu. Alors que pour la tuberculose maladie, il y a une grande quantité. Donc, il faut donner un traitement plus fort, plus d'antibiotiques et une durée plus prolongée. Comment? On choisit la infection. On prend soit les pyrazinamies ou le. Et je vous ai donné le protocole pour la primo-infection. C'est isoniazide, éthambutol, c'est rifampicine, éthambutol pendant INH rifampicine pendant 3 mois, ou 4 mois, on peut l'accepter, mais 3 mois classiquement, ou bien INH seul pendant 6 à 9 mois. Oui. Évidemment, c'est une inflammation, c'est une infection sévère. C'est une inflammation. Lorsqu'il y a une inflammation intense, une infection sévère, on devient anorexique parce qu'il y a beaucoup de molécules qui sont sécrétées pour lutter contre l'infection qui entraîne l'amaigrissement. C'est bon. Donc, primo-infection, tuberculose patente et la tuberculose maladie, les mêmes traitements. Oui. Pour la tuberculose, pour la primo-infection avec des signes cliniques ou radiologiques, c'est le même traitement que la tuberculose pulmonaire commune, donc 6 mois de traitement.